Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va étudier le problème du lancer de balle dans un champ de pesanteur. Le problème est le suivant. Une personne de taille h lance une balle avec une vitesse v0 selon un angle b par rapport à l'horizontale. Et les questions qu'on se pose sont: où atterrit la balle, quel est son temps de vol et quelle est la hauteur maximale qu'elle atteint. On va tout d'abord faire un schéma du problème pour déjà définir le système qu'on va étudier, pour comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire mettre le problème sous une forme mathématique. Parce que une grande partie de la physique, c'est ça. On a un énoncé, on le transforme dans un langage mathématique, et ensuite on le résout. Donc déjà, avant de faire le schéma du problème, il faut déjà identifier quel est le système qu'on étudie. Le système qu'on étudie ici, c'est une balle. Une balle qu'on suppose est assimilée à un point. Donc on va considérer que la balle est un point. C'est une approximation. Et ensuite, ce qu'on a besoin pour faire le schéma, ce dont on a besoin, c'est un système de coordonnées, donc un référentiel aussi. Référentiel. Et un référentiel, c'est quoi? C'est la donnée de trois axes d'espace et un axe de temps, dans lequel on va pouvoir décrire le mouvement. Donc ici, dans le problème du lancer d'une balle, on a seulement besoin de deux axes d'espace, OX, OY, car le lancer de la balle, enfin la trajectoire de la balle, va se trouver dans un plan. Donc on a seulement besoin de deux axes d'espace et le temps. Donc dessinons ces deux axes. On a notre origine ici, on a X, on a Y. On nous dit qu'on a une personne de taille H. Et cette personne lance une balle avec une vitesse V0. Donc on dessine un vecteur V0 qui fait un angle B par rapport à l'horizontale. On ne nous dit pas que c'est dans un champ de pesanteur, mais on doit le savoir. On est sur Terre. Donc ce sera le champ de pesanteur de la Terre. Et dans un champ de pesanteur, la balle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une trajectoire parabolique. Elle va partir avec la vitesse V0 et à un moment donné atteindre un point qu'on va appeler Xmax. Et ce point Xmax là correspond à la question A finalement. Le temps de vol, c'est-à-dire le temps qu'a mis la balle pour atteindre Xmax en partant de 0, c'est ce qu'on va appeler delta t, delta grand T. La hauteur maximale atteinte, eh bien, ce sera un point sur la parabole qu'on va appeler Ymax et qu'on devra trouver également. Donc ça, c'est la première étape. Quand on résout un problème de physique, c'est faire un schéma, déjà. Mettre le problème sous forme mathématique. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est faire le bilan des forces. Le bilan des forces qui s'exercent sur le système. Donc, quelles sont les forces qui peuvent s'exercer sur le système? On a bien sûr la pesanteur qui s'exprime P égale mg, avec m la masse de la balle. Et est-ce qu'on a d'autres forces? Pas vraiment, parce qu'on néglige les frottements. On va négliger les frottements. Pourquoi est-ce qu'on peut négliger les frottements? On a fait l'hypothèse que la balle était un point tout à l'heure. Et aussi parce que
c'est un problème qu'on résout à un niveau lycée pour l'instant, donc on ne nous donne pas d'informations sur des éventuelles forces de frottement liées à l'air. Cependant, on pourrait, dans une critique du problème en conclusion, à la fin du problème, on pourrait critiquer ce point-là. Pour avoir des résultats plus précis, peut-être qu'il faudrait inclure les frottements. Donc déjà, on a fait notre bilan des forces. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va exprimer ce vecteur P, ce vecteur poids égale mg. On va l'exprimer dans la base OX, OY qu'on a dessiné ici. Donc déjà, on va commencer par écrire exactement ce qu'est ce vecteur G dans la base OX, OY. Donc on voit que ce vecteur-là, il pointe vers le bas. Et quand on projette sur l'axe OX, il n'a aucune composante sur OX. Donc finalement, en X, ça va valoir 0. Et puisque ce vecteur pointe vers le bas, donc dans le sens opposé à Y, on sait qu'il y aura un signe moins. Ensuite, quelle est sa norme? Sa norme, c'est tout simplement G. G, c'est quoi? C'est l'accélération de pesanteur qui vaut 9,81 mètres par seconde au carré. Donc on a notre vecteur poids qui est tout simplement 0 moins mg dans la base OXY. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir établir notre accélération en utilisant la seconde loi de Newton. Donc, troisième étape, seconde loi de Newton. Pour utiliser la seconde loi de Newton, on doit dire dans quel référentiel on se place. Donc, on va utiliser ce référentiel-ci, OXYT, et en fait, c'est le référentiel terrestre. Pourquoi est-ce qu'on peut l'utiliser? Parce que la balle va prendre un temps delta t qui va être suffisamment petit pour qu'on puisse considérer ce référentiel-là comme étant galiléen. J'expliquerai plus en détail peut-être dans une autre vidéo pourquoi est-ce que pour des petites durées on peut considérer le référentiel terrestre comme galiléen. C'est lié notamment, entre autres, à la rotation de la Terre. Et rappelez-vous, la définition d'un référentiel galiléen, c'est un référentiel dans lequel le principe d'inertie, donc la première loi de Newton, est vérifié. Donc en fait, un référentiel galiléen, c'est un référentiel en quelque sorte où les lois de Newton sont vraies. Donc un référentiel où l'on peut utiliser la seconde loi de Newton. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit, cette deuxième loi? Elle nous dit que la somme des forces extérieures qui s'exercent sur notre système qui est la balle est égale à m fois l'accélération. La somme des forces extérieures, on a vu qu'il n'y a qu'une seule force qui s'exerce sur notre balle, et c'est la pesanteur mg. On peut simplifier par les masses, et donc on a l'expression de notre accélération, A égale 0 et moins g, parce que, attention, on a simplifié par M. Donc, on a notre accélération. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Eh bien, pour répondre aux questions de trouver x max, y max, delta t, ce dont on a besoin, c'est des équations horaires. Donc comment est-ce qu'on trouve les équations horaires? On va on va intégrer l'accélération deux fois pour avoir une première fois la vitesse, une deuxième fois la position en fonction du temps. Donc faisons ça, quatrième étape.
les intégrations successives. Donc, on a notre accélération qui est égale à 0 moins g. Or, on sait que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et ça implique que la vitesse, c'est l'intégrale de l'accélération par rapport au temps. Donc, si on écrit ça, la vitesse, qui dépend du temps, comme l'accélération ne dépend pas du temps, elle est constante, mais la vitesse c'est une fonction du temps, et bien ça va être quoi? Quand on intègre 0, ça donne une constante, qu'on va appeler C1. Quand on intègre moins g, ça donne moins gt, plus une autre constante qu'on va appeler C2. Et là, ce qu'on va faire, c'est trouver ces constantes C1 et C2. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, pour trouver C1 et C2, on utilise les conditions initiales. Qu'est-ce que ça veut dire, condition initiale? Ça veut dire qu'on regarde notre problème à l'instant t égale 0. Notamment, on regarde sa vitesse, son vecteur vitesse, à l'instant t égale 0. Donc, regardons notre problème. On voit que notre vecteur vitesse v0, qui est égal aussi à v au temps t égale 0, c'est ce qu'on appelle v0, il est dans cette direction-là, qui fait un angle B avec l'horizontale. Comment est-ce qu'on peut trouver son expression dans la base x et y? Donc en fait, ce qu'on doit faire, c'est projeter sur x. Donc je vais projeter ici. Donc ça va être v0x. Et quand on va projeter sur y, ici, ça va être v0y. Donc comment est-ce qu'on trouve ces projections? Comment est-ce qu'on trouve les valeurs de ces projections? Tout simplement en remarquant qu'il y a un angle droit ici. Or, vous vous rappelez certainement que lorsque vous avez un triangle rectangle, avec par exemple un angle B ici, et l'hypoténuse ici, le côté adjacent à l'angle B, le côté opposé à l'angle B, on a plusieurs relations qui relient l'angle et les côtés. Donc première relation, le cosinus de B est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. Le sinus de B est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Et c'est tout ce dont on a besoin ici. Parce que maintenant, si par exemple on veut trouver V0x, V0x c'est le côté adjacent à l'angle B. Donc le côté adjacent à l'angle B, il apparaît dans la formule du cosinus. Et on voit qu'on doit multiplier par l'hypoténuse. Donc finalement, V0x, ça va être quoi? Ça va être l'hypoténuse qui est la norme de V0, donc V0 tout simplement, fois cosinus de B. Et V0y, c'est le côté opposé à l'angle B qui apparaît dans la formule du sinus. Donc V0y, c'est, encore une fois, on multiplie par l'hypoténuse, donc V0 fois sinus de B. Ok, on vient ici, et en fait, C1 et C2 correspondent exactement à ces sinus B fois V0 et cosinus B fois V0. Enfin, C1 c'est cosinus B fois V0, C2 sinus B fois V0. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout simplement la vitesse au temps t égale 0. Donc on doit retrouver dans notre formule à un moment que cette vitesse v au temps t égale 0 égale v0. Donc on remplace v de t égale cosinus b, v0 fois cosinus b, et moins gt plus v0 fois sinus b. Ok, maintenant on a la vitesse, mais nous ce qu'on veut,
rappelez-vous, c'est les équations horaires. Donc pour trouver les équations horaires, on veut trouver le OM de t. Le OM de t, c'est la position de la balle à l'instant t. Donc si O est ici, par exemple, peu importe, un point ici, M, bah OM, en fait, c'est un vecteur qui est comme ça, qui part de O et qui va à M. Donc ça, c'est le vecteur OM. Et c'est un vecteur qui dépend du temps parce que au temps t égale 0, il se trouve ici. Et ensuite, le vecteur, il se déplace jusqu'ici. Donc, comment est-ce qu'on trouve ce vecteur à partir de la vitesse? Tout simplement en remarquant que la vitesse, c'est la dérivée du vecteur OM par rapport au temps. La vitesse, c'est la dérivée de la position. Et donc, la position est l'intégrale de la vitesse par rapport au temps. Donc, écrivons ça. Je vais l'écrire dans la page suivante. Donc, OM de t égale l'intégrale de V0 cos B moins GT plus V0 sinus B dt. Comment est-ce qu'on intègre ça? Eh bien, tout simplement, la première composante V0 cos B, c'est une constante par rapport au temps. Donc, on va simplement multiplier ça par t, V0 cos B, donc on met les parenthèses, fois t, plus une constante qu'on va appeler par exemple C3, et l'intégrale de moins gt, c'est moins gt carré sur 2. Pourquoi carré? Parce que quand vous dérivez t carré par rapport à t, ça donne 2 fois t. D'accord? Du coup, nous, ce qu'on veut, c'est juste un t après la dérivation. Donc ce qu'on fait, c'est que le 2, on l'intègre avant, on l'intègre dans le t carré, si vous voulez, enfin, avec le t carré, en facteur. Donc la dérivée de t carré sur 2, ça donnera t. Donc l'intégrale de t égale t carré sur 2. Donc moins gt carré sur 2 plus v0 sinus b fois t, plus une constante, c'est 4. À nouveau, on a des constantes qui apparaissent, et on doit les déterminer en utilisant les conditions initiales. Cette fois, quelle est la condition initiale pour la position? Eh bien, le point, la balle, se trouve en x égale 0, au temps t égale 0, et en y égale h. Donc on a 0h qu'on remplace dans les constantes ici, et on trouve le vecteur OM égale V0 cos de B fois t, moins gt carré sur 2, plus V0 sinus de B fois t, plus h. Et donc, on a trouvé nos équations horaires. X de t, c'est tout simplement V0 cos B fois t, et Y de t, c'est le second membre, moins gt carré sur 2, plus V0 sinus de B fois t, plus h. Et donc là, on peut revenir aux questions qui nous sont demandées, parce qu'on a tout ce qu'il faut. Question A, où atterrit la balle? Donc, la balle, elle atterrit à un moment donné, et on veut trouver la position où elle atterrit. Alors,
on voit bien que pour qu'elle atterrisse, il faut que son y soit égal à 0. C'est-à-dire que sa hauteur soit nulle. Donc ça, c'est une contrainte qu'on peut écrire mathématiquement. Donc écrivons-la. Donc y de t égale moins gt carré sur 2 plus v0 sinus b fois t. On écrit que y de t, où t vaut delta t, c'est-à-dire le temps de vol, est égal à 0, est égal aussi à moins g delta t au carré sur 2 plus v0 sinus b fois delta t plus h. Donc écrivons ça. Y à delta t va être égal à moins g sur 2 delta t au carré plus v0 sinus b fois delta t plus h égale 0. Parce que la balle est de hauteur nulle, elle touche le sol. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une équation du second degré en delta t, que si on résout, va nous donner les temps auxquels la balle touchera le sol. Et en fait, ce qui est étrange, c'est que on a une équation du second degré, donc potentiellement deux solutions. Bon, on va voir ce que ça donne. Calculons déjà le discriminant. Le discriminant, c'est v0 carré sinus de b carré plus 2g h. Donc le delta t impossible, c'est moins v0 sinus de b moins racine du discriminant sur moins g. Et ça fait v0 sinus de b plus racine de discriminant sur g. Et le t2 possible, c'est... Oh, par contre, on va enlever le delta ici. Le t2 possible, ce serait moins v0 sinus de b plus racine de discriminant sur moins g égale v0 sinus b moins racine de discriminant sur g. Et là, on voit qu'on a deux solutions possibles pour le delta t, c'est-à-dire le temps de vol. Est-ce que c'est étrange? Alors non, c'est pas étrange parce que, en fait, mathématiquement, il existe une autre solution où si on continuait la parabole, ici, on aurait une autre solution où la hauteur est nulle. Mais ça, vous voyez que ça, c'est une solution mathématique. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la solution mathématique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la solution physique qui est ici. Donc, quelle est la solution mathématique? C'est celle-ci, parce qu'on voit que ici, moins racine de discriminant, ça fait moins, en fait, c'est comme si ça faisait moins V0 sinus de B, donc les V0 sinus de B s'annulent, plus un petit quelque chose. Donc en fait, ça c'est une solution qui est négative, tandis que V0 sinus B plus racine de discriminant sur G, ça c'est la solution positive, c'est la solution physique. Donc on a trouvé notre temps de vol finalement, donc ça c'est notre delta t, ça c'est notre delta t. Et maintenant, puisqu'on a notre temps de vol, on peut trouver notre Xmax, puisqu'on a tout simplement à remplacer le t du x de t par le delta t qu'on vient de trouver. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça donne x
max égale x à delta t, temps de vol, égale V0 cosinus de B, parenthèse, fois V0 sinus, V0 sinus de B, plus racine de discriminant sur G. Donc ça, c'est notre X max. Donc déjà, on peut entourer les résultats qu'on a pour l'instant. Pour le X max, pour le temps de vol ici. Maintenant, on peut s'attaquer à la dernière question. Quelle est la hauteur maximale atteinte par la balle? Alors pour ça, on a besoin de décrire la trajectoire de la balle comme une fonction. Il faudrait qu'on arrive à décrire cette trajectoire y comme une fonction de x. C'est-à-dire que y serait une fonction de x, f de x. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire. Qui est différente des équations horaires, parce que les équations horaires, comme l'indique le nom, ce sont des équations qui dépendent du temps, tandis que l'équation de la trajectoire, c'est y égale f de x. Comment est-ce qu'on trouve ça? Eh bien, on va regarder les équations horaires, et on voit que les deux dépendent du temps, mais que on peut faire en sorte d'exprimer le temps comme une fonction de x ici. T égale x de t divisé par V0 cosinus B. Et maintenant, si on injecte ce temps dans y, eh bien, tout simplement, les t vont disparaître et il ne restera que des x dans le membre de droite, et donc y sera en fait une fonction de x. Donc faisons ça. Donc, je vais le faire ici. Y de maintenant x finalement égale moins g sur 2 t carré, donc x carré sur v0 carré cos carré de b, plus v0 sinus b sur fois x sur v0 cosinus b plus h. Donc il y a des simplifications, v0 se simplifie, sinus sur cosinus ça fait tangente, et donc y de x égale moins g sur 2 x carré sur v0 carré cos carré de b plus tangente de x plus h. Ça, c'est notre équation de la trajectoire. Oula, pardon. Tangente de b fois x. Parce que c'est sinus b sur cosinus b. Donc, maintenant qu'on a l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire la forme de la fonction, la fonction qui paramétrise la parabole, on peut trouver la hauteur maximale atteinte. Parce que maintenant qu'on a une fonction et qu'on veut trouver son maximum, qu'est-ce qu'on fait? On dérive et on trouve le zéro de la dérivée. Donc faisons ça. Trouvons le maximum. Le maximum de la parabole y de x égale moins g sur 2 x carré sur v0 carré cos carré b plus tangente de bx
plus h. On dérive par rapport à x, ça fait moins g x sur v0 carré cos carré b plus tangente de b. Et pour trouver le minimum de la fonction, on regarde quand est-ce que cela égale 0. Donc ça, ce sera en un point, donc là il faut faire attention. Ça c'est valable, cette égalité est valable au point x tel que on a la hauteur maximale, qu'on va appeler h max, hauteur maximale, x hauteur maximale. Donc pour x hauteur maximale, on a x hauteur maximale égale tangente de b fois v0 carré cos carré de b divisé par g. Et donc, on a trouvé l'abscisse de la parabole telle que la hauteur est maximale. Ça, c'est l'abscisse de y max. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver la valeur de ce y max? Tout simplement, on réinjecte la valeur du x hauteur maximale dans le y de x. Donc, si on fait ça, qu'est-ce qu'on trouve? Y max égale y de x hauteur maximale égale moins g sur 2, donc x hauteur maximale qui vaut tangente de b, v0 carré, tangente de b, v0 carré, cos carré de b, sur g, donc le tout au carré, sur v0 carré cos carré b. Plus tangente de b fois x, donc plus tangente de b fois tangente de b v0 carré cos carré de b sur g, plus h. Donc est-ce qu'il y a des simplifications? Donc les g se simplifient, il y a un v0 carré qui se simplifie avec ce v0 carré là, le cos carré aussi se simplifie. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste moins tangente carré b sur 2 v0 carré cos carré de b. Ah, et il y a aussi un g de g, encore à cause du carré ici, plus tangente de b au carré, v0 carré cos carré de b sur g plus h. Donc on voit que ces deux termes sont identiques, avec un facteur 2 ici, donc on met 2 sur 2. Donc ça fait tangente carré de b, v0 carré, cos carré de b sur 2g plus h. Et ça, c'est notre hauteur maximale y max qu'on peut entourer. Et donc, on a répondu aux 3 questions du problème. Première question, c'était trouver le x max, donc la distance maximale parcourue par la balle. Ensuite, c'était trouver le temps de vol, delta t, et enfin, c'était trouver le y max ici, la hauteur maximale atteinte par la balle. Et on voit que les expressions sont données ici, et on peut faire des applications numériques, donc ça, je vous le laisse en exercice. Par exemple, vous avez G, vous pouvez prendre H, c'est une personne qui lance la balle, vous pouvez prendre par exemple, donc application numérique, G égale 9,81
mètres par seconde moins 2, h par exemple 1,70 m par exemple. B, on peut imaginer que la personne lance avec un angle, disons, de 30 degrés par rapport à l'horizontale. V0 carré, V0, on pourrait prendre par exemple 1 mètre par seconde. Et quoi d'autre? Voilà. Pour les delta t et les x max, vous pouvez également utiliser ces paramètres pour voir qu'est-ce que ça vous donne pour y max, x max et delta t. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est ce problème, il est un peu plus général qu'un autre problème assez classique, le problème du boulet de canon. Dans le problème du boulet de canon, h égale 0, parce que le canon part du sol. Donc, essayez de voir si vous pouvez retrouver les formules du boulet de canon en partant de ces formules ici et en mettant h égale 0. Ensuite, essayez de voir également quelques critiques que vous pouvez faire par rapport aux valeurs que vous trouvez pour y max, x max, delta t. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que si vous prenez en compte des forces de frottement, est-ce que ça va changer? Donc tout ça, on peut faire dans ce qui pourrait être une quatrième partie, parce que là on a fait 3 parties. La première partie, je vous rappelle, schématisation du problème, donc le mettre sous forme mathématique compréhensible. Bilan des forces, seconde loi de Newton, intégration, et bien une cinquième partie, ce serait discussion physique, donc discussion des résultats. D'accord? Et ça, je vous le laisse en exercice, et vous pouvez m'écrire en commentaire, et je pourrai évaluer votre raisonnement. Si vous avez d'autres questions, enfin si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires de la vidéo, à laisser un message. Et si vous souhaitez que je corrige des problèmes, si vous avez des difficultés avec certains problèmes, n'hésitez pas également à me demander en commentaire. Passez une bonne journée et à la prochaine.